Bonjour à tous et merci de m'avoir proposé de venir parler de ce sujet. Donc moi je suis le docteur Raphaël Lepeul, je suis infectiologue à l'hôpital Henri Mondor et je m'occupe de l'équipe transversale de traitement des infections, de l'équipe mobile en fait d'infectiologie sur l'hôpital et en particulier chargée des prescriptions d'antibiotiques et du bon usage des antibiotiques sur l'hôpital. Alors, pour commencer, on va commencer par des choses que vous connaissez, mais qu'il est toujours bon de rappeler. C'est très rapidement les antibiotiques qui sont une des principales révolutions médicales du XXe siècle. Je vous rappelle que Alexander Fleming a découvert la pénicilline un peu par hasard en 1928, qu'il a fallu attendre plusieurs années avant qu'on arrive à la synthétiser de façon industrielle et que finalement la production industrielle des premiers antibiotiques qui est donc la pénicilline, c'est à la fin des années 40 et que ça a été utilisé de façon intensive pendant la Deuxième Guerre mondiale, et que grâce à cet antibiotique-là et tous les autres qui ont suivi, on a assisté dans la deuxième moitié du XXe siècle à une diminution spectaculaire de la mortalité due aux maladies infectieuses, qui représente actuellement 2% de la mortalité, ce qui est beaucoup plus faible qu'au début du XXe siècle, qu'à la fin du XIXe siècle. Mais très rapidement, ont été décrits des résistances aux antibiotiques. Et donc ça, c'était un article qui a été publié dans Science en 1944 qui montrait que déjà, il y avait des souches de staphylocoque doré qui étaient résistants à la pénicilline par la production d'une pénicillinase. Donc d'une enzyme capable d'hydrolyser et d'inactiver la bêta-lactamine. Et donc ça, puis l'évolution de la résistance aux antibiotiques a fait que finalement, maintenant au XXIe siècle, l'enjeu c'est qu'on a une menace importante sur l'efficacité des antibiotiques et ça qui va être un enjeu majeur de santé publique pour le XXIe siècle. Parce qu'on a depuis le début, depuis la première découverte des antibiotiques, une course entre l'émergence, la diffusion de la résistance aux antibiotiques et le développement de nouvelles molécules, ce qui a fait dire il y a quelques années déjà au sous-directeur général de l'OMS qu'on pouvait arriver peut-être dans une ère post-antibiotique où on n'arriverait plus à soigner les choses les maladies qu'on soignait facilement avec les antibiotiques. Et l'idée générale, c'est effectivement qu'on essaye d'utiliser au mieux les antibiotiques, avec même des groupes qui ont proposé que les antibiotiques soient inclus dans la liste du patrimoine mondial culturel immatériel de l'UNESCO. Et toute cette prise de conscience récente, dont vous avez forcément entendu parler, a fait que la plupart des grands pays occidentaux ont prévu des plans pour essayer d'améliorer l'efficacité des antibiotiques. Et dans les actions de ces plans, il y a quelque chose qui a été mis en avant de façon importante, qui s'appelle en anglais l'antimicrobial stewardship, qui est en fait le bon usage des anti-infectieux et qui sont toutes les actions qui permettent de mieux utiliser les antibiotiques. Et en particulier, là où on les utilise beaucoup, c'est à l'hôpital, bien sûr. Et donc, en France, mais en Europe, aux États-Unis, un peu partout, on a des plans nationaux de mise en place de ces mesures de bon usage des antibiotiques à l'hôpital. Qui sont des plans un peu à deux niveaux, avec un niveau d'action à l'échelle collective et puis un niveau d'action à l'échelle individuelle, et c'est plus ce qu'on va voir dans la suite de la présentation. Et donc dans ces plans qui visent à mieux utiliser les antibiotiques pour essayer d'éviter de les utiliser trop et à tort et de sélectionner de la résistance, il y a de très nombreuses actions qui ont été proposées. Et parmi ces actions qui ont été proposées, il y a en particulier les actions sur l'utilisation du dosage des antibiotiques pour essayer de mieux l'utiliser. Donc ça va vraiment être la discussion du jour et qui va être complétée par ce que va vous raconter Anulin juste après. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce Therapeutic Drug Monitoring ? C'est donc le dosage des antibiotiques avec comme objectif de
d'améliorer leur efficacité. Comment on améliore leur efficacité? On va essayer d'obtenir les cibles thérapeutiques qui sont des cibles de PKPD, de pharmacocinétique, pharmacodynamie. Et ça va être Annulin qui va vous en parler plus précisément, mais il y a des cibles de ces dosages pour être sûr que l'antibiotique est efficace. Et grâce au dosage, on va pouvoir individualiser au maximum les posologies d'antibiotiques pour les patients pour essayer d'augmenter, d'être au maximum de leur efficacité sans être toxique. Et ce qui est important de bien se rendre compte, c'est que c'est l'association de trois choses. C'est l'association de l'antibiotique, de la bactérie en cause, mais aussi du patient. Et c'est ce que je vais vous illustrer sur les deux cas cliniques qu'on va voir après. C'est vraiment l'association de l'antibiotique, quel antibiotique j'utilise, sur quelle bactérie et chez quel patient. Et donc les dosages plasmatiques vont nous aider à utiliser au mieux ces antibiotiques dans ces conditions. Donc je vous propose deux cas cliniques qui montrent un peu quel peut être l'intérêt de ces dosages antibiotiques à l'hôpital. Et le premier cas, c'est donc une patiente, Madame C, une patiente qui a 75 ans, qu'on a pris en charge à l'hôpital Henri Mondor, qui est porteuse d'une bioprothèse mitrale, donc une prothèse valvulaire au niveau cardiaque, de la valve mitrale qui a été remplacée donc, par une bioprothèse. Et ça, c'était pour une endocardite à streptocoque qu'elle avait fait 2 ans auparavant. Et elle est par ailleurs insuffisante rénale modérée, elle a une insuffisance rénale modérée. Et donc elle se présente à l'hôpital Henri Mondor avec des hémocultures positives à Enterococcus faecalis, de l'entérocoque, plusieurs hémocultures. Elle a assez rapidement dans le bilan une échographie cardiaque qui montre qu'il y a une végétation, donc une image sur la valve cardiaque qui est très évocatrice d'une infection de cette prothèse. Et puis en plus, on voit à l'échographie qu'il y a un abcès autour de la prothèse. Donc elle a des critères pour une infection, une endocardite de cette bioprothèse qui a été posée 2 ans auparavant. Donc on pose le diagnostic d'endocardite infectieuse sur bioprothèse mitrale. On décide, selon les recommandations internationales, de commencer des antibiotiques. Chez cette patiente qui est insuffisante rénale modérée, on suit les recommandations et on utilise donc des fortes doses d'antibiotiques. Dans cette indication-là, qui est l'endocardite infectieuse en entérocoque, on va utiliser des fortes doses d'antibiotiques et donc on utilise, va être mise sous 12 grammes d'amoxicilline et de la ceftriaxone, qui est une céphalosporine de 3e génération, à la dose de 2 grammes x 2 par jour. Et comme elle a un abcès sur la valve et on sait qu'elle a une végétation de grande taille, elle a un risque que le traitement antibiotique ne soit pas suffisant et qu'en plus elle a un risque que cette végétation, donc cette image qui est une image libre sur la valve, puisse partir dans la circulation et risque d'emboliser et qu'elle fasse un AVC. On décide d'associer au traitement un traitement chirurgical et donc elle a un nettoyage, on lui retire sa prothèse valvulaire, elle est remplacée par une autre, tout ça est nettoyé et on constate effectivement qu'elle avait un abcès qu'on voit un petit peu ici au contact de la bioprothèse. Le problème, c'est que dans la suite, elle va présenter en fait une insuffisance rénale aiguë avec une hématurie, c'est-à-dire qu'une hématurie macroscopique. Elle va avoir des urines rouges sanglantes et donc une insuffisance rénale aiguë. Et on va poser le diagnostic de cristallurie à l'amoxicilline, c'est-à-dire qu'il va y avoir il y a eu une précipitation de l'amoxicilline dans ces tubules rénaux qui ont causé l'insuffisance rénale et l'hématurie. Et en plus de ça, elle va développer dans les jours qui suivent une encéphalopathie avec des troubles de la vigilance et elle va finalement être retrouvée au cours de la visite alors qu'elle était en chirurgie cardiaque dans le coma. Et donc elle est transférée dans ce contexte-là en réanimation médicale. Et donc on fait le diagnostic d'un surdosage important en bêta-lactamine, en amoxicilline, qui était responsable de la cristallurie, de l'insuffisance rénale. Et une des toxicités de ces antibiotiques-là, c'est aussi une toxicité neurologique avec, responsable de l'encéphalopathie et du coma.
Et en fait, il y avait eu on avait fait un dosage de l'amoxicilline juste avant cet épisode. Elle était largement surdosée. Elle avait une concentration résiduelle d'amoxicilline à 154 mg par litre. On estime que au-dessus on verra ça tout, on pourra discuter de ça, mais disons qu'au-dessus de 50 mg par litre, c'est déjà une dose très élevée. Et donc, en fait, la dose n'avait pas été adaptée malgré le résultat du dosage. Et donc, la patiente est passée en réanimation où elle a eu finalement une séance d'hémodialyse et finalement on a pu reprendre une séance d'hémodialyse. Les troubles de la vigilance se sont très rapidement améliorés, l'insuffisance rénale elle aussi s'est améliorée, ce qui a permis de reprendre l'amoxicilline à des doses beaucoup plus faibles et après elle a évolué favorablement à la suite de cet épisode. Donc là c'était vraiment un exemple pour l'utilité des dosages plasmatiques pour éviter la toxicité médicamenteuse sur ce type d'infection grave où on va utiliser des posologies très élevées chez des patientes qui sont chez une patiente qui était âgée et qui avait en plus une comorbidité avec cette insuffisance rénale chronique. Le deuxième cas, alors cette fois-ci, c'est un patient qui a 20 ans, qui est porteur d'une drépanocytose homozygote. Qui a comme autre antécédent d'avoir fait un infarctus médulaire sur lequel il est paraparétique, il se déplace en fauteuil roulant et surtout il a une incontinence urinaire et fécale et donc il pratique des autosondages sur cette vessie neurologique secondaire à cette paraparésie. Et donc il va se présenter à l'hôpital Henri Mondor après être passé aux urgences de la Pitié-Salpêtrière pour un choc septique dont la porte dentée dans le point de départ est urinaire, donc il fait une infection urinaire avec une prostatite et une bactériémie, des hémocultures positives à un Escherichia coli qui n'est pas sensible qui n'est pas multisensible, il est producteur d'une d'une oxacilinase, qui fait qu'il est résistant à pas mal d'antibiotiques, en particulier les antibiotiques qu'on utilise souvent en première intention dans ce type d'infection, c'est-à-dire les céphalosporines de 3e génération. Et il est rendu intermédiaire au céphotaxime, résistant au céfépime et résistant aux pénicillines, même associées aux inhibiteurs comme la piperacine, tazobactam. Donc il arrive en choc septique, finalement il a donc de nombreuses hémocultures positives, on se rend compte au cours du bilan qu'en fait il a de multiples localisations secondaires de sa bactériémie, avec en particulier des abcès dans les muscles psoas et dans le chef iliaque du muscle psoas droit. Un de ces abcès va être ponctionné dans lequel on va retrouver la même bactérie, l'Escherichia coli, qu'on a retrouvé dans les hémocultures. Devant la résistance aux antibiotiques initiales, il va être mis sous un antibiotique à très large spectre qui est un carbapénème, le méropénème, avec une prescription d'une dose, la posologie maximale proposée dans les RCP de ce produit, 2 grammes x 3. Et malgré ça, il va avoir une bactériémie prolongée, des hémocultures qui sont toujours positives à J7, et un dosage de cet antibiotique qui est fait à ce moment-là, qui va montrer que la concentration plasmatique du méropénème est indosable. Et finalement, sur le résultat-là, la posologie du méropénème va être augmentée, et puis on va surtout introduire en réanimation un autre médicament, le probénécide, qui diminue la sécrétion tubulaire de bêta-lactamine. Et grâce à l'association de ces deux choses, on va réussir à avoir une concentration résiduelle à 6,2 mg par litre, qui est pas très élevée, mais qui permet d'être supérieure à la CMI de la bactérie. Et avec cet antibiotique-là, il va finir, même si ça va prendre un peu de temps, par négativer ces hémocultures. Et finalement une évolution qui va être favorable sous méropénème et de la phosphomycine qui va être ajoutée dans un deuxième temps, donc une bi-antibiothérapie avec des posologies très élevées. Et donc ça, c'était l'exemple de l'utilisation des dosages pour permettre d'améliorer l'efficacité de l'antibiotique, pour réussir à obtenir les cibles PKPD dont on a besoin de l'efficacité, en particulier des bêta-lactamines, c'est-à-dire d'être au-dessus de la CMI pendant, dans ce cas-là, plus de 100% du temps. Et
Et ça montre bien que ce patient avait plusieurs facteurs qui pouvaient être responsable de le sous-dosage. Il avait une infection grave avec un choc septique. On sait que les patients qui ont un choc septique, ils ont un volume de distribution qui a augmenté et donc des concentrations d'antibiotiques qui vont être plus faibles. Il était drépanocytaire et donc les drépanocytaires ont comme complication une néphropathie qui peut donner une hyperclérance, c'est-à-dire qu'ils vont diminuer, ils vont être hyperclérants et donc les concentrations d'antibiotiques vont être plus basses. Et en plus, il avait une infection sévère avec plusieurs abcès. Donc c'était vraiment le patient TIPS pour lequel on voulait être le plus efficace possible et optimiser au mieux l'utilisation des antibiotiques et donc utiliser les dosages dans cette indication. Alors très rapidement, une fois qu'on a fait ces deux cas cliniques, on n'a bien sûr pas le temps de faire toute la revue de la bibliographie sur quelles sont les preuves de l'utilité des dosages des antibiotiques, mais quelques points très rapidement. Le premier point, c'est dosage et efficacité. Si on met des antibiotiques, c'est pour être efficace, c'est pour que nos patients soient guéris. En quoi ça peut être utile de faire des dosages dans ce cas-là? C'est chez les patients graves, et donc il y a pas mal d'études qui ont montré que quand on utilise des bêta-lactamines en réanimation chez les patients en choc, le fait de faire des dosages d'antibiotiques permet d'améliorer les objectifs PK/PD, mais aussi la guérison clinique. Ça, c'est un des exemples d'études qui a été faite en Australie, où ils ont comparé des modes d'administration perfusion continue versus perfusion intermittente, randomisée, contrôlée. Et le critère principal, c'était d'avoir une concentration plasmatique supérieure à la CMI, et le critère secondaire, c'était la guérison clinique. Ils ont constaté, qu'est-ce qu'ils ont constaté? Que quand on était en concentration en perfusion continue, ça c'est les boîtes noires, gris foncé, on avait significativement plus de chances à partir de J3 d'avoir l'objectif PK/PD obtenu. Et par ailleurs, ils avaient aussi dans cette étude significativement plus de guérison clinique chez les patients qui avaient donc cet objectif PK/PD obtenu et donc la perfusion continue. Petite étude relativement grande étude pour le sujet, mais faite à Bichat et Argenteuil, des pneumopathies acquises sous ventilation mécanique à BGN, et ils avaient regardé la pharmacocinétique de l'imipénem et de l'amicacine chez ces patients-là. Et pour l'amicacine, qui est donc une autre classe d'antibiotiques, qui est un aminoside, le critère d'efficacité, c'était d'avoir une concentration maximale au-dessus de la CMI. Et donc, quand ils regardaient ce critère d'efficacité, ce critère PK/PD d'efficacité, ceux qui étaient en succès dans ce groupe-là, de patients donc, de réanimation, encore une fois, patients graves, ils avaient une Cmax sur CMI plus élevée que ceux qui étaient en échec. Donc, une corrélation très claire entre les dosages et le succès clinique. Deuxième point d'intérêt pour les dosages qu'on a vu dans le premier cas, c'est la toxicité. Alors ça, je ne vais pas revenir dans les détails, mais dans cette revue, dans cette méta-analyse qui s'intéressait cette fois-ci à le bon usage des antibiotiques et l'utilisation du dosage des antibiotiques dans le bon usage des antibiotiques, vous voyez que quand on regarde l'effet sur la toxicité et la néphrotoxicité en particulier, quand on fait des dosages de façon globale, on a un effet. Et donc ça, c'est particulièrement vrai pour tous les antibiotiques. C'est vrai pour les bêta-lactamines, mais c'est surtout vrai pour tous les autres antibiotiques qui sont plus néphrotoxiques, comme les glycopeptides, les aminosides, la colistine, des molécules qui nécessitent un dosage. Et donc là, dans cette étude, ils évaluaient l'association du dosage et du conseil de l'infectiologue de l'équipe d'antibiothérapie d'antimicrobial stewardship, et donc l'association des deux permettait de diminuer la néphrotoxicité des antibiotiques. Et dernier point pour finir, sur les résistances, parce que c'est comme ça qu'on avait commencé. Quand on a une antibiothérapie qui est sous-dosée, on va favoriser la sélection de souches résistantes. Il y a quelques études qui l'ont montré, en particulier cette grande étude française qui
alors c'est sous-dosage dans le sens posologie trop basse, hein, il n'y avait pas de dosage dans cette étude, mais ça c'était des jeunes enfants de 3 à 6 ans qui étaient suivis pour des infections à pneumocoque, et quand on donnait des petites doses de bêta-lactamine, il y avait un risque important de portage de pneumocoque plus important, de portage de pneumocoque résistant au bêta-lactamine. Peut-être plus convaincant, c'est en particulier sur les fluoroquinolones, et donc ça c'est aussi de l'acquisition de résistance, et c'est le concept de la fenêtre de sélection de mutants résistants. Et donc ça a été bien montré sur donc, les fluoroquinolones. Et donc l'idée c'est que on a une concentration qui prévient la sélection de résistance, la CMI, donc la concentration minimale limitrice, la concentration qui prévient la sélection de résistance, et qu'entre les deux, on aurait là une fenêtre où quand la concentration de l'antibiotique est dans cette fenêtre, il y a un risque de sélectionner des souches résistantes. Et donc c'est particulièrement vrai avec les quinolones, parce que les quinolones, c'est des sélections de résistance chromosomique des mutations, et c'est l'accumulation de mutations qui donne de la résistance. Et donc dans cette étude faite chez l'animal, où c'était des lapins chez qui on avait mis des cages infectées avec du staphylocoque. Vous voyez que quand on donnait des petites doses d'antibiotiques chez ces lapins, donc de la lévofloxacine, et qu'on était en dessous de la CMI, finalement on n'avait pas, donc ça c'est la CMI des souches qui infectaient les lapins, on n'avait pas de modification de la CMI des souches. Quand on était dans cette fenêtre, en bas ou en haut, et finalement on avait des souches qui augmentaient leur CMI, et donc on avait une sélection de la résistance. Et quand on était au-dessus de la fenêtre, il n'y avait pas de sélection de résistance chez ces staphylocoques. Et donc c'est l'idée que, en particulier pour les quinolones, le niveau de preuve est beaucoup moins élevé pour les autres molécules, mais quand on est dans cette fenêtre de sélection de résistance, on a un risque de sélectionner de la résistance, et donc il faut donner des posologies adaptées, et pour être sûr d'être avec des posologies suffisamment élevées. Bon, je vais passer là-dessus pour conclure directement. Donc l'idée, c'est que le dosage des antibiotiques, ça permet d'optimiser l'efficacité pour atteindre les cibles PKPD, en particulier dans les situations les plus compliquées, comme les patients les plus graves ou les patients les plus comorbides qui ont des pathologies associées. Diminuer la toxicité, et donc ça c'est aussi chez les patients qui sont à risque de... et puis les molécules qui ont des fenêtres thérapeutiques étroites, c'est-à-dire qui ont des toxicités rapides dès qu'on dépasse certaines doses. Et puis diminuer la sélection de résistance bactérienne et donc le risque d'échec. Et l'idée derrière tout ça, c'est d'aller un peu plus loin et de réussir à modéliser en fonction du patient, de la bactérie, de l'antibiotique, d'essayer de prédire plutôt que d'être toujours à attendre le résultat du dosage pour adapter, d'essayer de prédire chez notre patient quelle posologie on va pouvoir utiliser, et dès qu'on a un premier dosage, d'être plus précis sur l'adaptation secondaire. Et donc là, c'est effectivement ce qu'on essaie d'attendre de tout ça, c'est de réussir à modéliser pour chaque patient la posologie et les modalités d'administration des antibiotiques.